Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse et ravie aujourd'hui ou ce soir de recevoir Jemail El Hamri parmi nous, l'auteur du livre Les musulmans dans l'histoire de France. Donc, Jemail, vous êtes diplômé en islamologie de l'École pratique des hautes études de Paris. Vous êtes aussi docteur en histoire de l'islam contemporain de l'Université de Strasbourg. Votre thèse a porté sur le penseur algérien Melk Ibn Nabi, une injonction pour la société musulmane à faire l'histoire. Vous êtes membre du laboratoire Islam et Altérité à l'Institut des sciences et de théologie de religion à l'Institut catholique de Paris, chercheur associé à l'IRIMAM et membre de Pluriel, le réseau international d'islamologues. Vous êtes aussi consultant pour des projets autour de la jeunesse, l'islam, la citoyenneté et fondateur de l'Académie française de la pensée islamique. En tant que historien et islamologue, vous avez publié plusieurs livres. Vous êtes à votre cinquième livre. Les trois premiers étaient consacrés à Melek ibn Nabi. En 2016, vous avez publié Melek ibn Nabi quand l'islam fait l'histoire. Puis en 2017, Melek ibn Nabi, une vie au service d'une pensée. Et 2020, Vocation civilisationnelle de l'islam dans l'œuvre de Melek ibn Nabi. Vous vous êtes intéressé à la question de l'histoire de l'islam et des musulmans en France à partir de 2018 à travers une série de séminaires et de conférences. Cela a donné lieu en 2021 à la publication d'un livre sur l'histoire de l'islam et des musulmans de France. Et en 2023, un autre livre, mais cette fois-ci sur l'islam, les musulmans dans l'histoire de France. Et vous avez choisi un titre, un sous-titre, une place singulière. En quoi les musulmans ont-ils une place singulière dans l'histoire de France? Vous avez le micro. Très bien. Bonsoir. Alors tout d'abord, je voudrais remercier le CAREP, Monsieur Salam Kawakibi et toute son équipe pour cette invitation à parler de mon dernier ouvrage, donc les musulmans dans l'histoire de France, une place singulière. Alors effectivement, vous êtes arrêté sur une place singulière. Effectivement, elle est singulière cette place pour plusieurs raisons. Puisque dans ce livre, on parle à la fois de l'islam en tant que religion, mais aussi en tant que civilisation, mais aussi en tant qu'espace géopolitique. On parle également des musulmans, en tout cas on suit les traces, les influences, les contributions des musulmans en tant qu'individus, en tant que communauté. Et on se rend compte également que cette histoire-là euh, implique également, dans ces différentes périodes, des, euh, des civilisations à l'intérieur de la civilisation de l'islam. Si nous prenons par exemple cette première partie où j'aborde la période médiévale, donc de 720 jusqu'à 1492, il est vrai que on met en avant cette civilisation andalouse. La deuxième période, la période moderne, donc 1492 jusqu'à la veille de la Révolution française, il est clair que c'est l'Empire ottoman dans les interactions avec le monde musulman. Le 19e siècle, avec cette expédition de Bonaparte qui a commencé à la fin du 18e siècle et qui s'est prolongée dans ces interactions dans le 19e siècle, de l'expédition de Bonaparte en Égypte jusqu'aux échanges et aux débats entre un Ernest Renan et un Jamaldine Avrani et un Mohamed Abdou, on voit bien évidemment que la société égyptienne est extrêmement présente. Le XXe siècle, c'est davantage la société algérienne pour tout ce qu'elle représente à cette époque-là dans l'empire colonial français. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est quand on écrit cette histoire-là, il faut accepter d'être extrêmement mobile.
mobile dans le temps, mais mobile également dans l'espace. Les influences euh, d'une civilisation andalouse au moment où l'Europe sort de son propre Moyen Âge. Le Moyen Âge européen n'est pas un Moyen Âge pour les autres civilisations et encore moins celle de l'islam qui rayonnait. Donc voilà, le rapport ne peut pas être le même ensuite que entre cet empire ottoman, qui est un empire sur 3 continents. On parle au moment de l'apogée spatiale et géographique de l'Empire ottoman, que l'Empire ottoman pouvait occuper jusqu'à 25 à 30% de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Donc le rapport est complètement différent. Les enjeux ne sont plus les mêmes. L'Europe n'est plus la même, déjà, entre le Moyen Âge et l'époque moderne. Donc il faut accepter également de suivre les, euh, les deux trajectoires civilisationnelles, celle de l'Europe, celle de l'islam avec un grand I, et d'essayer de déceler en fait les influences, les, euh, les contributions, les échanges qui pouvaient y avoir. Et on se rend compte, et d'autres se sont rendus compte également avant moi, et j'aimerais quand même profiter de votre première question pour rappeler que d'autres ont travaillé également sur ce sujet-là. Je pense à Feu Mohamed Harkoun et les éditions Albin Michel qui, dès 2006, avaient publié L'islam et les musulmans du Moyen Âge à nos jours. Donc voilà, c'est rappeler cette place singulière, c'est aussi se poser en héritier un petit peu de celles et ceux qui ont fait ce travail-là et d'accepter à la fois vraiment d'être mobile tant sur le plan historique que géographique et de se placer, et ça je terminerai là-dessus, de se placer du point de vue de l'histoire de France. C'est quelque chose qui me semble très important, c'est de non plus aborder cette histoire comme des échanges civilisationnels qui a pu avoir entre deux civilisations, mais d'avoir tout de suite un parti pris de se placer du point de vue de l'histoire de France. Et en quoi tous ces échanges, toutes ces influences, toutes ces contributions des musulmans et de l'islam ont permis de forger l'identité française, l'identité européenne, ont enrichi, ont construit, ont bâti toutes ces richesses civilisationnelles. Et à des moments de l'histoire ont montré le chemin de la civilisation par un certain nombre de traductions du latin, de la langue arabe vers la langue latine. Je reviens, vous avez parlé des différentes périodes et je reviens sur cette question de période. Vous avez opté pour une démarche chronologique dans votre livre et donc vous remontez un peu loin dans l'histoire de l'origine de la présence, aux origines de la présence musulmane en France et en Europe. Vous-même, vous donnez des dates clés dans votre livre. Donc, avant chaque première partie, dans chaque partie, vous donnez une liste d'événements clés, des dates à retenir. Et même sur la couverture, là, on voit une évolution chronologique. Il y a 5 périodes en tout. Et pour chaque période, vous avez choisi une photo et un événement clé en fait. Donc pour la période médiévale, vous avez choisi la bataille de Poitiers. Puis pour la période moderne, une photo de François Ier et Soleiman le Magnifique, comme pour renvoyer un peu à cette relation entre les deux puissances à l'époque. Puis la période contemporaine marquée par l'expédition de Napoléon en Égypte. Au XXe siècle, donc c'est le siècle des deux grandes guerres et donc c'est la photo et les musulmans, les soldats musulmans pour en finir au XXe siècle, donc ces 23 dernières années avec la Grande Mosquée de Paris. Ma question est pourquoi vous avez choisi ces dates et ces images symboliques? Y a-t-il y a-t-il des raisons ou un message à faire passer ou qu'est-ce qui fait que certaines dates sont plus importantes que d'autres pour vous? Alors,
Euh, déjà, si on reprend la, la périodisation, elle reprend la périodisation classique en France. Et c'est vrai que j'ai essayé de trouver en tout cas d'essayer d'identifier des moments clés. Et c'est vrai que la bataille de Poitiers me paraissait effectivement importante. Alors si je débat avec des collègues historiens à Toulouse ou en Occitanie française, ils vont me dire attention, non, 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 la première défaite des musulmans, c'est pas la bataille de Poitiers, mais c'est la bataille de Toulouse. Et c'est important aussi de rappeler que cette histoire, elle fait aussi débat également entre historiens français. Et c'est vrai que cette bataille de Toulouse, on en parle très peu. Mais moi, j'ai voulu parler de cette histoire, en tout cas cette bataille de Poitiers. Elle me paraissait importante parce que euh, entre cette bataille de Poitiers et la mort du prophète de l'islam, il y a 100 ans. Et c'est vrai qu'on se pose très peu la question de savoir à quel point finalement euh, la France, qui ne s'appelait pas encore la France, elle arrive assez tôt dans l'histoire de la civilisation musulmane. Et ça, je le dis d'autant plus que c'est pas forcément des discussions que l'on a même dans le monde musulman. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui reste à la marge. Comme cette histoire, elle reste à la marge de l'histoire de France, cette histoire, elle reste aussi à la marge de l'histoire de la civilisation musulmane telle qu'elle est narrée dans le monde musulman actuellement. C'est quand même important de rappeler que les musulmans traversent les Pyrénées entre 80 et 90 ans. C'est très peu, en fait, finalement. Et donc, cette bataille de Poitiers entre ces éléments arabes, berbères, francs, me paraissait quelque chose de très important. Il y a un historien que j'aime beaucoup et je pense qu'on est plusieurs à l'aimer ici, qui s'appelle Ibn Khaldoun. Et si on reprend la, la terminologie khaldounienne, la bataille de Poitiers, c'est un peu toutes ces rassabiyat qui se, qui se, qui se rencontrent pour la première fois. Les Francs ne dominent pas tout le territoire de la France que l'on connaît aujourd'hui. Ils sont plus au nord. De l'autre côté, on a l'émergence effectivement de cette rassabia arabe, cette rassabia berbère également, qui arrive et en fait c'est la rencontre en fait de tout cela. Et cette bataille-là, elle est extrêmement importante parce que 18 ans après, vous avez de l'autre côté, sur le plan géographique du monde musulman, vous avez la bataille de Talas. Et si on veut avoir également se dire également quel a été peut-être l'impact également de cette nouvelle religion qui devient empire, qui devient civilisation, c'est aussi de faire rentrer, de ramener dans ce bassin méditerranéen à la fois une rassabia des Francs, du côté de Poitiers, mais également une rassabia turque. Et cette bataille-là est un moment extrêmement fort. Et d'ailleurs, 3 siècles plus tard, au moment des croisades, dans ce monde musulman qui est déjà là, où déjà il y a déjà plusieurs califats, au moment des croisades, bah, on se rend compte que finalement, ces Rassabiat se retrouvent au Proche-Orient. Et ça, l'islam apporte cela. On en parle très peu, mais pour moi, c'est quand même sur le plan, cette rapidité, cette extension de ce monde qui finalement ramène également, reconnecte également des peuples qui étaient loin de l'empire, qui étaient loin du monde méditerranéen, mais reconnecte en fait ces deux, euh, ces deux peuples, ces deux grands peuples à l'espace méditerranéen et donc à l'espace civilisationnel. Relier ces deux grands peuples également à cette histoire civilisationnelle, ce pont entre trois continents et ce pont entre l'Antiquité et ce Moyen Âge qui s'ouvrait. Donc cette bataille-là, voilà, pour toutes ces raisons-là, me paraissait importante. Ensuite, l'alliance franco-ottomane, euh, de se rappeler également qu'au moment où dans l'opposition et dans la rivalité entre un François Ier et un Suleiman euh, le Magnifique, euh, au- entre François Ier et Charles Quint, au moment où d'ailleurs François Ier est emprisonné par Charles Quint, il décide d'écrire à Suleiman le Magnifique. Et là, on a une alliance.
qui va se mettre en place, pas toujours assumée, mais une alliance où finalement on voit que l'élément religieux est en train d'être supplanté par une forme de raison d'État et que finalement un François Ier est très heureux d'avoir un allié comme Suleiman le Magnifique. De l'autre côté, c'est la même chose également. Suleiman le Magnifique est très heureux d'avoir un François Ier puisqu'il partage le même ennemi, si je peux me permettre l'expression, en tout cas le même rival dans l'espace méditerranéen. Et c'est vrai que je me souviens en tout cas qu'il y a une vingtaine d'années, on se posait encore la question de savoir si la Turquie était un pays européen. Choisir cette image-là, c'est aussi un clin d'œil à notre propre histoire qu'au moment où l'intégrité territoriale de la France était menacée, regarder du côté de la Sublime Porte, c'était pas quelque chose d'insultant, bien au contraire. Ensuite, il y a l'expédition de Bonaparte qui ouvre cette période contemporaine. Il y a une constante dans les entreprises coloniales, c'est que très souvent, on a un empire, on a des hommes qui possèdent l'avoir, qui vont financer ces expéditions coloniales, et vous avez également des hommes de science. On parle de plus de 150 personnes, des scientifiques, des peintres qui accompagnent Bonaparte dans son expédition en Égypte. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose elle vient inaugurer quelque chose. Déjà, elle vient, en tout cas, confirmer une rupture dans les relations entre la France et l'Empire ottoman. Puisque quand on vient en Égypte, à ce moment-là, la France assume cette rupture à partir de Bonaparte avec l'Empire ottoman. Et donc toute cette tradition des capitulations où la France à la fois bénéficiait des avantages sur le plan diplomatique, sur le plan économique, mais aussi cette idée de la France protecteur des peuples chrétiens dans le monde musulman, c'est quand même les capitulations qui ont été accordées par l'Empire ottoman. En tout cas, la France de Bonaparte vient rompre ce lien particulier avec l'Empire ottoman et vient inaugurer aussi un empire colonial français en terre d'islam. Et on peut même faire le lien entre les armées napoléoniennes qui vont être vaincues en 1815 par une coalition européenne. Cette armée-là, pendant 15 ans, elle va ronger son frein. Et quand vient euh, cette opportunité, si je me place du point de vue français, de conquérir Alger, puis l'Algérie, ce sont des gens qui ont appartenu à cette armée-là qui vont venir. Et les pays européens sont très heureux d'ailleurs d'envoyer finalement cette armée qui a fait ses preuves, qui était une grande armée, qui était réputée, de les envoyer en Algérie. Et finalement, les autres pays européens, au contraire, ont approuvé cette expédition qui est devenue une colonisation. Donc, pour moi, cette période-là, elle est importante. Elle relance l'orientalisme, elle relance l'égyptologie et cet intérêt pour l'Orient, le monde musulman, va, à travers en tout cas l'expédition Bonaparte, je le rappelais, ce côté nous colonisons, mais en même temps nous intéressons. Voilà, cette ambivalence, je trouve, en tout cas, c'est pour ça que j'ai mis cette illustration de Bonaparte, cette ambivalence entre euh, une volonté de dominer, mais en même temps une volonté de s'ouvrir également à l'autre. Euh, en tout cas, Bonaparte incarnait bien cette ambivalence. Ensuite, il y a eu bien évidemment les soldats musulmans qui se sont sacrifiés pour la France lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que on se rend très peu compte que cette politique musulmane à l'endroit des musulmans euh, sujets de l'empire colonial français et en tout cas pour certains territoires comme l'Algérie soumis au code de l'indigénat, l'institution de l'armée a toujours été avant-gardiste sur les questions d'islam. Autrement dit, vous vous sacrifiez pour la France. Certains ont payé l'impôt du sang. C'est à partir de l'armée que l'on va commencer à se dire, bon, ben voilà, ces gens-là meurent pour nous. Il faut les enterrer dignement.
Donc, les questions d'ordre, de jurisprudence, comment on lave, c'est la toilette mortuaire, le linceul, vers quelle direction on les enterre. Il faut des gens compétents. Et donc, l'armée française ne maîtrise pas ces sujets-là. Et donc, s'ouvre on va dire, à un début d'aumônerie musulmane. Voilà, où finalement on a des gens qui sont spécialistes du droit musulman, de la jurisprudence, qui vont répondre à des besoins des soldats musulmans qui se battent pour la France, où certains se sont sacrifiés. C'est à ce moment-là où on va commencer à avoir des espaces de prière, où la question du ramadan va être prise en compte. Donc l'institution de l'armée en France est avant-gardiste sur toutes ces questions-là. Et enfin, la Grande Mosquée de Paris, euh, on vient de célébrer le centième anniversaire de la pose de la première pierre. Il me semblait opportun de mettre en avant, la Grande Mosquée de Paris pour ce qu'elle représente, ce qu'elle a représenté également, et en tout cas le message que la France voulait véhiculer à travers la Grande Mosquée de Paris, comme une ambassade, comme une volonté de montrer que la France est aussi une puissance musulmane. On est dans un contexte colonial, et en même temps une récompense symbolique du sacrifice des soldats musulmans morts pour la France. Et parce que je sais que vous avez lu l'ouvrage et que ça ne vous a pas échappé, il y a la figure de l'émir Abdelkader, voilà, en arrière-plan. Et il me semblait effectivement très important. La trajectoire de vie de l'émir Abdelkader est encore aujourd'hui, pour moi et pour beaucoup de gens, une source d'inspiration. Et là, je me place du point de vue en tant que citoyen français. C'est-à-dire de passer, de résister à la France en tant qu'entreprise coloniale profondément injuste, d'avoir été désigné même l'ennemi public numéro un de la France pendant sa résistance de 1832 à 1847, d'avoir formulé le vœu comme condition de sa reddition d'aller finir ses jours auprès de la tombe du grand saint andalou Ibn Arabi. Et finalement, la France, ne respectant pas sa parole, se retrouve finalement en résidence surveillée au château d'Amboise. Et là où on aurait pu imaginer facilement, et je pense que si ça nous était arrivé, si ça nous était arrivé à nous, on aurait eu du ressentiment, de l'aigreur, de la déception. Ces 5 ans passés au château d'Amboise ont été d'un niveau extraordinairement euh, inspirant sur le plan de la fraternité. Fraternité également avec les Algériens qui étaient avec lui. D'ailleurs, certains sont encore aujourd'hui enterrés au Jardin d'Orient, au château d'Amboise. Une fraternité également avec monothéistes, avec des, euh, des dignitaires religieux chrétiens, catholiques, protestants, mais une fraternité humaine, tout simplement. Et donc, on a eu des discussions avec certaines loges franc-maçonniques, mais avec toutes celles et ceux qui avaient envie de discuter. Et l'émir Abdelkader, loin d'être dans le ressenti, a proposé une voie de la fraternité qui, aujourd'hui, quand on regarde la société française, bien évidemment, nous inspire. Et ne parlons même pas de ce qu'il a pu faire pour les chrétiens de Damas, quand il a pris position pour les chrétiens de Damas. Et il a toujours eu aussi une constante, l'émir Abdelkader, c'est que quand il s'oppose au colonialisme français, c'est pas contre la France, mais contre un système qui est profondément injuste. Et peu importe à la limite qu'on ne partage pas la même religion. Et de la même manière, il fera la même chose avec quand il va s'opposer à d'autres musulmans, parce qu'il considérera que les musulmans sont du côté de l'injustice et qu'il faut prendre. Et que là, en l'occurrence, il faut protéger les chrétiens là. Et je pense que voilà, cette voie-là, voilà, inscrire ce livre et qui donne aussi qui est aussi une exposition itinérante en France. C'était aussi, voilà, donner s'inscrire sous les auspices également d'une grande figure de l'histoire de France aussi. Je confirme, oui, c'est vrai que l'histoire de l'arrivée des musulmans en France et la bataille de Poitiers
était méconnu, que ce soit ici ou dans le monde musulman. Et en fait, c'est l'histoire des musulmans en Espagne qui l'ont porté et qui habite jusqu'à aujourd'hui l'imaginaire musulman. D'après vous, pourquoi cette marginalisation de ces faits historiques aussi importants, c'est-à-dire les musulmans étaient ici aussi en France, est-ce que c'est parce que il s'agissait d'une conquête qu'on voulait refouler? On voulait pas accepter le fait qu'on a été conquis par les musulmans. Bon, c'est pas forcément des Arabes, mais des musulmans. Ou aussi parce que toute l'histoire a été marquée d'abord par les concurrents musulmans, puis la colonisation française, et entre-temps aussi les soldats qui sont morts pour la France, et puis ils n'ont pas trouvé justice. Est-ce que tout cela a fait on a refoulé, on a oublié ces détails de l'histoire? Alors, et, pour répondre à votre question, il faut revenir au moment où on forge ce qu'on appelle le roman national français. On est dans le contexte de la Troisième République. Euh, la France vient de perdre contre la Prusse euh, une partie de son territoire. Et on est dans une ambiance d'empire colonial, de nationalisme, même exacerbé. Et à ce moment-là, on a beaucoup d'ouvrages d'histoire, et on essaye de revenir un petit peu sur des éléments importants qui ont fait l'histoire de France. La bataille de Poitiers en fait partie. Et dans le cadre de mes recherches, je me suis aussi rendu compte également que la bataille de Poitiers, elle n'est pas juste invoquée uniquement quand il s'agit des musulmans. Mais la bataille de Poitiers, elle a été invoquée également au moment de la guerre de Cent Ans. Et là, à l'époque, celui qui était considéré comme l'envahisseur, c'était l'anglais. Elle a été invoquée également au moment justement de la perte de la guerre de 1870. Là, en l'occurrence, l'envahisseur était allemand. Ce qui veut bien dire une chose, c'est que au moment où on essaye de construire une certaine unité nationale à travers le creuset euh, de l'école, en essayant de fédérer des différentes régions de France qui ne parlaient pas tous le français. En 1914, dans les tranchées, dans les tranchées françaises, tout le monde ne parlait pas le français. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Il y a encore un siècle, tout le monde ne parlait pas le français. Il fallait il fallait des éléments, il fallait voilà des épisodes historiques qui rassemblent. Et donc la France veut récupérer notamment l'Alsace. Et donc forcément on invoque cette cette euh, cette bataille de Poitiers comme un épisode qui peut remobiliser, ressourcer, donner envie aussi aux Français d'avoir un objectif commun de reconquête de son propre territoire. Donc il y a ce premier volet, voilà, nationaliste, on essaye de remobiliser la France. Deuxième élément, on veut essayer de fédérer. Donc la Troisième République, elle est très centralisatrice, très jacobine, et donc il faut fédérer les Français autour d'une histoire commune, autour d'une langue commune. Là, on est encore dans cette démarche-là. Je vous parlais tout à l'heure avec un brin d'humour, mais c'est vrai que moi j'ai rencontré des historiens d'Occitanie qui disent, mais comment se fait-il que l'on n'en parle pas de la bataille de Poitiers? La bataille de Toulouse, qui a eu lieu et qui véritablement arrête l'élan des musulmans. Mais on se rend compte que d'un côté, la bataille de Poitiers, c'est Eudes d'Aquitaine, ce sont les Aquitains qui gagnent, et de l'autre côté, la bataille de Poitiers, ce sont les Francs qui gagnent. Et les Francs vont dominer plus tard les Aquitains. Et là, on a ce fameux l'adage historique que vous connaissez tous. Voilà, l'histoire est aussi écrite par les vainqueurs. Si Eudes d'Aquitaine avait dominé les Francs, aujourd'hui, dans nos livres d'histoire, on mettrait davantage en avant la bataille de Toulouse. Parce que c'est aussi comme ça que les sociétés écrivent leur histoire. Donc jusqu'ici, voilà, on a ces deux éléments. Puis il y en a un troisième aussi, et malheureusement qui explique aussi les difficultés, c'est que si
si l'un des objectifs était de fédérer les Français de métropole autour d'une histoire commune, malheureusement, on a fait l'économie, on s'est retrouvé dans une impasse, ou en tout cas, on n'a pas voulu faire l'effort de faire une histoire de l'empire colonial français. Et donc, cette perspective qui était beaucoup plus grande a laissé place à quelque chose de beaucoup plus recentré sur le territoire métropolitain. On a donc on ne met pas en avant cette histoire-là. En tout cas, les hommes politiques n'y trouvent pas forcément un intérêt. Et en même temps, je le comprends dans le sens où c'est extrêmement difficile de mettre en avant cette histoire-là. Parce que cette histoire-là, elle, il faut être capable elle n'est pas indifférente, cette histoire-là. Elle nous secoue même dans nos certitudes. Notre rapport, je veux dire, la France aussi, dans sa quête identitaire, dans ce chemin pour trouver son identité, elle a eu besoin de s'opposer, ou en tout cas d'avoir un autre envers lequel on n'avait pas envie de ressembler. Et à cette époque-là, notamment dans le moment du Moyen Âge, celui envers qui on n'a pas envie de ressembler, c'est l'autre musulman. Et donc, pour construire une identité, parfois il faut passer par l'altérité. Parfois il faut passer par la détestation de l'altérité pour trouver une identité qui n'était pas facile. Enfin, l'identité européenne avec des peuples extrêmement différents, d'Espagne, du Portugal, euh, les Germains, les Saxons. Il y avait une multitude, une mosaïque de peuples. Par contre, pour contribuer à cette unité européenne, pour trouver également cette identité européenne, il a fallu trois éléments. Il a fallu que domine sur le plan religieux l'Église romaine, autour de la figure du pape. Il a fallu également une race à bire, les Francs, et il fallait également un ennemi commun, et c'était l'autre musulman. Donc quand aujourd'hui, plusieurs siècles plus tard, vous voulez aborder cette histoire-là, on ne peut pas faire l'impasse de l'inventaire. Et aujourd'hui, il faut du courage pour faire l'inventaire. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez ici au Carep, on en parlait tout à l'heure, vous avez organisé une conférence sur les femmes musulmanes et avec une problématique qui est vraiment en lien avec la thématique de ce livre-là, c'est les femmes musulmanes doivent-elles être sauvées? Les préjugés et le fait qu'on pose la question aujourd'hui, un millénaire après, euh, quand on se replonge à l'époque des croisades, on a déjà cette question, c'est déjà présent, c'est-à-dire cette idée que la femme musulmane, qu'on ne connaît pas d'ailleurs par ailleurs, qu'on n'a jamais vue et qui on n'a jamais conversé, mais cette idée qu'il faut sauver la femme musulmane, mais ça fait 1000 ans. Il y a toute une littérature de 1000 ans. Et aujourd'hui, sur une simple question comme celle-ci, la femme musulmane, notre rapport ici en France avec le voile, on est incapable de revenir sur des préjugés qui ont été forgés dans un contexte qui peut se comprendre, celui des croisades. Des croisades qui ont mobilisé, qui ont soulevé plus de 100 000 personnes quand même pour faire des milliers de kilomètres, et sans les réseaux sociaux, sans voilà. Donc il fallait mobiliser les gens, il fallait mobiliser avec même des préjugés, même s'ils n'étaient pas vrais. Tant qu'il mobilisait, c'était ça. Et donc, il y avait un intérêt, un enjeu, une certaine logique que l'on peut comprendre a posteriori. Mais que 1000 ans après, on soit encore bloqué sur les mêmes préjugés, c'est ça qui est inquiétant. Et c'est là où on voit qu'un livre comme celui-ci, et d'autres ont fait beaucoup, et il y a d'autres travaux en tout cas qui essayent qui sont dans cette même dynamique, font qu'aujourd'hui, effectivement, une société, elle a du mal à regarder ses angles morts. Et aujourd'hui, l'islam et les musulmans, qu'on le veuille ou non, font partie, sont un des angles morts de la France. Mais il y en a d'autres. Et on aurait pu également écrire un livre sur les populations noires dans l'histoire de France. Et ça se fait déjà. Il y a d'autres confrères qui travaillent sur cette thématique-là, sur l'influence importante même
de l'esclavage dans notre histoire de France. L'esclavage, le commerce triangulaire, il a quand même enrichi une bourgeoisie marchande, avant même la Révolution. Cette bourgeoisie marchande, elle a financé des philosophes, notamment les philosophes des Lumières. Ces philosophes des Lumières ont écrit, ont influencé la société. Et tout ça a préparé le lit de la Révolution de 1789. Aujourd'hui, il y a des historiens qui sont sur ces choses-là. En France, on est incapable d'aborder également cette question des populations noires. Incapable également de parler des apports des différentes régions de France dans la France métropolitaine. Et aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, eu égard à la sociologie française actuelle, c'est quasiment un crime de ne pas aborder toutes ces histoires qui sont restées à la marge de l'histoire de France. L'histoire de France, elle a été écrite au 19e siècle. Il faudrait peut-être à un moment donné que nous nous posions, nous réfléchissions à faire en sorte de rendre cette histoire de France avec des éléments factuels, hein, de la rendre plus inclusive, afin que chacun, Français, afin que chaque Français, avec nos histoires personnelles, nos trajectoires familiales, historiques, idéologiques, religieuses, qu'on puisse trouver aussi une place dans cette histoire de France qui n'en ressortirait que plus belle. Et je le pense sincèrement. Oui, je reviendrai par la suite sur cette question de l'opportunité de ce livre, justement aujourd'hui, dans le contexte actuel, que ce soit en France ou en Europe, ou dans les relations entre le monde arabo-musulman et le monde occidental. Mais avant cela, justement, je m'interrogeais et vous avez expliqué pourquoi il y a eu un déni de ces faits historiques du côté français. Peut-on dire que ce déni a influencé un peu la mémoire collective de l'autre côté, surtout par rapport aux sociétés qui ont été dominantes, colonisées par la France? Parce que nous aussi, nous n'avons gardé ces événements qu'en marge. En marge, alors effectivement, il y a beaucoup de ces événements qui ont été oubliés aussi du côté de la civilisation musulmane. C'est vrai qu'avec le début du XXe siècle, avec cet empire colonial français en terre d'islam, euh, moi qui ai travaillé sur Malek Benabi, je me souviens que l'un des éléments, par exemple, qui l'a poussé à lui-même réinvestir l'histoire, c'est cette propagande coloniale qu'il y avait à l'époque, consistait à dire que si les musulmans sont en retard, euh, c'était à cause de l'islam. Et donc, beaucoup d'intellectuels musulmans, comme Malek Benabi et bien d'autres, ont fait ce travail au niveau historique. Je sais également que sur cette thématique-là, Sheikh Arslan a écrit sur la présence des musulmans en France, en Italie, en Suisse, en Sicile. Donc, il y a eu quand même des personnes, quelques personnalités qui ont essayé de travailler sur ce sujet-là. En France, on a aussi des textes également du métaphysicien René Guénon. Donc on trouve, si on fait un peu de recherche, on trouve quand même des personnes qui se sont intéressées à cette question. Mais de là à en faire un véritable objet d'étude, malheureusement, ce n'a pas été le cas. Après, ce qui s'est passé sur ce siècle-là, de l'entre-deux-guerres jusqu'à aujourd'hui, c'est effectivement cette fierté aussi. Il y a un enjeu aussi de dignité de la part des sujets musulmans de l'empire colonial, puis des immigrés musulmans, puis euh, de, de personnes issues de ces histoires-là. Moi, j'en fais partie. Donc, cette fierté aussi de rappeler aussi cette histoire. Comme si, comme s'il fallait aussi, ça c'est un enjeu, comme s'il fallait passer aussi par cette histoire pour mieux se reconnecter avec l'histoire de France. Parce qu'à un moment donné, nos ancêtres les Gaulois, c'est limité. Quand vous regardez aujourd'hui la France d'aujourd'hui, bien évidemment qu'il y a un héritage gaulois, il faut en être fier, mais il n'est pas seulement gaulois.
Voilà. Et c'est tous ces héritages-là dont je parlais, des populations, que ce soit du monde musulman, mais de l'Afrique de manière générale, des Antilles, des populations asiatiques. Euh, la France se plaisait à rappeler l'étendue de son empire colonial. Malheureusement, elle, le travail historique n'a pas été effectué pour faire en sorte que tout le monde se sente appartenir finalement à un ensemble commun, à une destinée commune. En fait, ce qui se passe, ce qui se joue dans les années 50-60, c'est que progressivement, voilà, la France, à partir de 54, et la déclaration du FLN, les indépendances du Maroc et de la Tunisie, c'est comme si elle actait en fait la fin de son empire colonial. Il y a aussi l'affaire de Suez également. Et que finalement, tous ces espoirs qu'elle portait sur cet empire colonial, cette déception, ce bilan qui aurait dû même être effectué, ces acquis qui auraient pu être valorisés, finalement, tout a basculé sur le rêve européen. Et entre le traité, le premier traité européen 57 et la fin de la guerre d'Algérie, il y a 5 ans. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est assez impressionnant quand on revient sur cette période-là, que finalement, vous parliez de déni, le déni, il est peut-être à ce moment-là, de se dire, bon, bah, voilà, ils ne veulent plus de nous, sans essayer de comprendre pourquoi ces peuples-là veulent être indépendants, sans avoir l'empathie nécessaire vis-à-vis de ces peuples-là qui suivaient la marge de l'histoire. Après 45, ce mouvement extraordinaire de décolonisation, on a préféré voilà, tourner le dos et de se dire, voilà, on va aller vers quelque chose de positif, c'est-à-dire ce projet européen. Et ça, malheureusement, on paye un petit peu encore aujourd'hui ce changement de regard, comme si finalement, voilà, on n'avait plus envie de regarder de ce côté-là. Maintenant, on va regarder nos frères et sœurs européens, qui, soit dit en passant, connaissaient moins la France que les, les qu'un Marocain, un Algérien, un Tunisien, un Sénégalais, un Malien. Parce que voilà, ce que l'on partage depuis plus de 2 siècles déjà est inestimable. Dans votre livre publié en 2021, vous parlez des musulmans de France. Dans ce livre, vous parlez des musulmans dans l'histoire de la France. Et là, je vois dans le livre, vous avez inclus plusieurs profils, plusieurs catégories. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Alors, vous avez raison de rappeler effectivement le premier ouvrage qui s'intitulait L'Islam et les musulmans de France de 721 à 2021. Et effectivement, voilà, ce nouvel ouvrage s'inscrit dans cette continuité. Mais je m'étais rendu compte, les retours qui m'avaient été faits et les différentes conférences que j'ai pu donner un peu partout en France, les différents retours que j'ai pu avoir des différents publics, euh, m'ont fait comprendre que mon propos n'était peut-être pas assez clair. Déjà, on ne connaissait pas forcément cette histoire dans sa longue durée. On connaît des épisodes, mais cette présentation sur 13 siècles d'histoire, euh, elle a commencé avec Mohamed Harkoun. Moi, je m'inscris dans ses pas, mais elle n'est pas très connue, cette histoire-là. Elle n'est pas très connue, cette histoire-là. Et quand je présente cette histoire, et je me souviens qu'à l'époque, j'avais même mis en avant la figure de François Ier et de Soliman le Magnifique, je pensais avoir été clair, mais en fait, pas du tout. Donc, parfois aussi, c'est aussi l'intérêt, en fait, de faire du terrain, d'aller présenter son ouvrage, c'est qu'on nous fait des retours. Qui nous permettent effectivement de progresser, d'expliciter. Et là, en fait, les gens ont pensé que je mettais en avant les échanges civilisationnels entre l'Europe et le monde musulman. Alors oui, mais je m'inscrivais déjà à partir de l'histoire de France. Mais ça, c'était voilà un des retours que l'on m'avait fait. Je me souviens qu'à l'époque, ce livre-là était sorti en même temps que la grande exposition Les Arts de l'Islam.
Et donc du coup, ceux qui étaient plutôt dans une approche très islamophile me disaient c'est super, voilà. C'est magnifique, les enjeux civilisationnels, etc., etc. Et à cette période-là, il y avait aussi l'entrée en campagne d'Éric Zemmour. Alors, tous ceux qui avaient envie d'entendre un discours plutôt positif sur l'islam et les musulmans m'encourageaient, c'est super, vas-y. Et en fait, sur cet ouvrage-là, j'ai peut-être pas été assez explicite et j'ai dû effectivement, en continuant ce travail de recherche, d'expliciter davantage ce travail-là. Je me place du point de vue de l'histoire de France. Si j'ai bien compris, vous avez un message. Est-ce que vous vous adressez aux Français pour dire que les musulmans étaient là depuis des siècles et leur présence quand même était bénéfique? Il y a eu un apport de la part des musulmans pour l'histoire de la France, pour l'identité française, pour la civilisation française, et d'autre part, un message pour les musulmans pour dire que vous faites partie aussi de cette nation, ou ni l'un ni l'autre, Ou les deux à la fois. ou les deux à la fois. Euh, En fait, si vous voulez, ce livre-là, c'est vrai que je découvre le travail remarquable avec 70 spécialistes qui étaient autour vraiment de Mohamed Harkoun, cette encyclopédie qui fait. Du coup, effectivement, voilà, c'est 1200 pages. Euh, Ça a le mérite d'exister, mais je me suis vite rendu compte que dans mes conférences, je citais des petits épisodes. Voilà, des petits épisodes de cette belle histoire. Je me souviens que cette histoire-là, quand je racontais des petites anecdotes historiques, il y avait un effet iconoclaste. Ça faisait tomber des images que l'on pouvait avoir de l'histoire de France. Et de 2006, voilà, jusqu'à à peu près 2015. Et en 2015, 2014-2015, moi j'ai emmené un certain nombre de jeunes de Seine-Saint-Denis commémorer tous les soldats morts pour la France. Et donc, on s'est rendu à Verdun. J'ai fait ce travail, en fait, d'histoire et de mémoire. Donc, on allait commémorer les soldats musulmans, israélites, chrétiens ou apparentés chrétiens. Et là, j'ai vu aussi l'impact que ça pouvait avoir vis-à-vis des jeunes. Et je dois dire que autant je reconnais ma dette pour des personnes comme Mohamed Harkoun, autant j'exprime également ma dette et je tire mon chapeau à tous ces jeunes qui m'ont emmené vers cela. On ne se rend pas compte également à quel point également nos élèves peuvent également nous guider aussi. Et ce travail-là, on l'a fait pendant les commémorations de la guerre 14-18, donc jusqu'en 2018. Ensuite, en 2018, c'est devenu, vous le rappeliez tout à l'heure, un séminaire de formation. Et là, effectivement, j'ai pu aussi transmettre cette histoire, avoir des retours. Voilà, c'est ça aussi l'intérêt de la transmission, c'est que ça nous pousse dans nos retranchements, ça nous stimule dans nos recherches. Et je me suis rendu compte qu'à partir de 2019, qu'il fallait aller beaucoup plus loin, d'où l'idée d'une exposition itinérante avec avec un livre. Euh, Sauf que c'est vrai que quand je commence à faire ce travail en Seine-Saint-Denis, beaucoup de mes jeunes sont de confession musulmane, mais pas que. Et je vois aussi que quand je fais ces séminaires-là, il y a tout type de public, pas qu'un public de Français musulmans. Et en fait, cette histoire-là, elle plaît parce qu'elle parle de l'histoire de France. Et qu'à la limite, chacun, en fait, trouve une bonne raison d'apprécier cette histoire. Si vous êtes un citoyen français lambda, en parlant de cette histoire-là, vous vous rendez compte que l'histoire de France, elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus riche que celle qu'on vous a transmise à l'école de la République. Et si en plus vous êtes de confession ou de culture musulmane, alors là, c'est une porte d'entrée magnifique, majestueuse pour aussi transmettre cette histoire de France
à toute cette jeunesse française musulmane. Et il ne faut pas oublier le contexte. Un écrivain n'écrit pas hors sol, hors contexte. Ça ne vous a pas échappé que je vous ai parlé de 2014-2015. Il y a eu des attentats en 2015. Et on a des jeunes Français qui ont fait l'école de la République, qui, au nom d'une idéologie qui instrumentalise l'islam à des fins terroristes, arrivent à se retourner contre leur propre pays. On peut observer cela et se dire, voilà, on va essayer de réfléchir au plus beau programme de déradicalisation. Moi, je pense sincèrement qu'il faut au contraire, et en tout cas à cette époque-là, j'avais cette intuition qu'il fallait prendre le contre-pied, et qu'au contraire, quand vous atteignez un summum sur le plan de la haine, c'est qu'à un moment donné dans votre parcours, vous avez manqué d'amour. Et l'histoire a aussi une dimension thérapeutique, c'est quand on la rend, sans la magnifier, mais de manière factuelle, quand on la rend la plus inclusive, j'ai la faiblesse de penser que, on aurait pu aussi en récupérer un certain nombre si cette histoire avait été transmise au sein de l'école de la République. On, ne- je n'arrive pas encore à m'expliquer comment se fait-il que un Mohamed Harkoun, 70 universitaires, les éditions Albin Michel, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, qui publie un ouvrage de 1200 pages en 2006, comment se fait-il que sur le plan didactique et pédagogique, ce n'est pas assez descendu auprès des enseignants pour transmettre cette histoire? Que ce ne soit pas descendu de manière plus importante dans les programmes scolaires. 2006, 2015 et même 2016, ça s'est aussi poursuivi. Donc pendant 10 ans, que s'est-il passé? Alors la facilité, c'est de dire, bon, bah, c'est de la faute de l'éducation nationale, c'est de la faute d'un tel, la faute d'un tel. Et moi, plutôt que d'essayer de chercher des coupables, j'ai essayé à mon niveau, humblement, d'essayer d'apporter une contribution scientifique et citoyenne à mon pays. Alors, merci infiniment pour ces réponses et ça donne, je pense, envie de lire le livre qui est déjà disponible ici pour ceux qui veulent avoir un livre dédicacé puisque l'auteur est là. Mais pour mieux enrichir le débat, je vais ouvrir le débat à la salle. Donc, on donne la parole pour ceux qui veulent poser des questions, que ce soit ici en présentiel ou sur le Zoom. Me lève ou Ouais. Bah, déjà, vous écouter via YouTube, c'était déjà un plaisir. Et vous voir sur place, c'est la cerise sur le gâteau, si je puis dire. Euh, je me présente brièvement. Donc, je m'appelle Aaron, j'ai 19 ans et je viens justement du département séquano-dionysien. Donc, vous en avez fait mention et je vous en remercie. J'avais juste quelques questions, je vais être très bref. La première, elle concerne justement donc, les musulmans de France et plus particulièrement l'islam avec un petit i. Pas plus tard qu'hier ou aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait parlé d'islam français. Est-ce que pour vous, parce que cette dénomination fait l'objet de nombreux débats, est-ce qu'on devrait dire islam français, un islam de France ou un islam en France? Ma deuxième question, ce serait concernant justement Ahmed Ben Bella, qui fut le premier président de la République algérienne et leader de la lutte indépendantiste dans son pays. C'est quelqu'un qui s'était engagé dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de la France contre le fascisme hitlérien. Et c'est quelqu'un aussi, anecdote footballistique, qui a joué justement à l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un qui s'est engagé dans un club 100% français. Comment expliquer qu'aujourd'hui, quand vous demandez justement à des jeunes, enfin, comme moi, je dirais, et sans généraliser, la question, l'identité française, c'est comme s'il y avait une crispation autour, en fait. Être français, pour vous, qu'est-ce que c'est? Puisque quand on demande qu'est-ce qu'être français, c'est comme si comment dirais-je, approuviez de facto les crimes qui ont été faits par la France durant la période coloniale. Et c'est devenu, j'ai l'impression que c'est devenu quasi une honte, en fait, de proclamer l'amour qu'on peut avoir pour son pays et pour la République. Et je vais être très bref, excusez-moi pour le temps. La dernière question, ce serait sur comment dirais-je, vous avez mentionné tout à l'heure Shakib Arslan. Et ça m'a fait rappeler aussi le livre de Qasem Amin qu'il avait écrit pour répondre au duc d'Harcourt qui avait un livre très virulent envers les Égyptiens.
est-ce que l'orientalisme, au fond, ça ne peut pas être bénéfique dans le sens où ça accorde une place déjà à la rationalité et ça remet en question aussi, ça pose des questions sur la table par rapport à la société arabo-musulmane et ça peut entraîner des débats philosophiques ou autres. Et est-ce que c'est pas un précurseur justement au mouvement réformiste qui est né donc au 19e, 20e siècle? Je vous remercie. Sandra, merci beaucoup pour toutes vos questions. Euh, je vais essayer de tout retenir et d'y répondre, voilà, de répondre à chacune de vos questions. Alors, islam de France, islam en France, islam de France, islam français, par nature, en tant qu'universitaire, je suis toujours sceptique quand les choses viennent d'en haut. Peut-être à tort. Ça veut pas dire que je ne laisse pas la chance et qu'on ne laisse pas vraiment que l'expérience puisse se dérouler. Mais je crois qu'il y a, par rapport à ces trois notions-là, il y a aussi trois publics en fait. Il y a des gens qui veulent rester dans un islam de France, qui considèrent effectivement que voilà, l'islam est une religion, est une civilisation et que, ma foi, les musulmans de France vivent une expérience parmi d'autres au sein d'une civilisation musulmane, dans une société où on serait que de passage. C'est une réalité aujourd'hui, et certains le pensent dans les communautés musulmanes. Il y a aussi, il y a aussi d'autres qui pensent effectivement qu'il faut un islam français qui coupe ses attaches culturelles, intellectuelles, spirituelles avec le monde musulman et qui puisse avoir un rapport de rupture, donc moderne, à l'endroit des sources scripturaires de l'islam, à l'endroit de l'expérience des musulmans ici en France et de construire un espèce d'islam gallicanisé, voilà, qui fait un petit peu voilà, rupture avec euh, son lieu de naissance et d'émergence. En tout cas, son lieu d'origine, de naissance et d'émergence. Il y a aussi des personnes qui pensent effectivement qu'il faut un islam de France. Alors, si vous prenez, à l'époque c'était Nicolas Sarkozy, il y a un certain contenu politique qui est là, qui peut aussi satisfaire certaines personnes en France qui pensent qu'il y a besoin d'organiser l'islam de France, d'avoir, comme on avait à l'époque de l'Algérie, des interlocuteurs fiables et valables, en tout cas rassurés. Voilà, parce qu'effectivement, de l'extérieur, l'islam est riche et divers et ça peut faire peur et en toute légitimité. Parce que euh, quand on parle de l'islam en France, de France ou l'islam français, c'est un rapport d'une communauté nationale avec sa composante musulmane. Mais ce dont on oublie de parler, c'est que il y a aussi une synthèse qui est en train de s'opérer avec cette diversité intra-musulmane dont on ne parle jamais, mais pourtant qui est fondamentale. Aujourd'hui, vous avez un microcosme du monde musulman ici en France de l'Iran au Maroc, en passant par l'Afrique subsaharienne, les Balkans, les Turcs, avec des pratiques religieuses qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, dans des lieux de culte qui ont d'abord émergé dans des communautés ethniques. Donc avec des écoles de pensée, des écoles théologiques, des écoles juridiques qui ne sont pas les mêmes. Et on passe à côté de cette richesse, de cette diversité, comme si finalement les musulmans pensent, agissent, prient, font leurs ablutions comme un seul homme ou comme une seule femme. C'est faux. Donc il y a ce double enjeu qui me semble important de rappeler. Et il y a d'autres dans l'islam de France qui aimeraient donner du contenu aussi. Un contenu, c'est-à-dire aussi, alors peut-être pas être en rupture avec le monde musulman, mais de promouvoir une forme d'ijtihad, des sources scripturaires de l'islam, mais dans un contexte qui est aussi, il faut aussi avoir l'honnêteté de le reconnaître, qui est quand même inédit. Si vous prenez les savants musulmans, cette situation des musulmans en France et en Europe, et dans les pays occidentaux, dans des sociétés modernes, c'est une situation inédite sur le plan de la pensée islamique, sur le plan sur le plan de la pensée théologique, sur le plan de la pensée juridique en islam. Donc il y a des nouvelles questions qui se posent.
Et donc, voilà, il y a ces trois grandes écoles aujourd'hui qui sont là. Plus que de choisir une des tendances, ce qui va m'intéresser, c'est quel contenu on y met. C'est quel contenu on y met. Et moi, peut-être par tradition, je n'aime pas trop les ruptures. Je pense que nous vivons en fait deux situations inédites dans deux civilisations qui font intimement partie de nos identités. Nous sommes inédits dans l'histoire de l'Europe. Nous sommes inédits dans l'histoire de la pensée, inédits dans l'histoire de la civilisation musulmane. Mais ces deux civilisations qui ont longtemps été en opposition, qu'on a longtemps présentées comme opposées, insolubles, aujourd'hui sont en moi. Quelle synthèse je propose? Plutôt que de m'arrêter sur des appellations, c'est quel message, quelle synthèse je fais et qu'est-ce que je propose à ma société. Et moi, je suis pour qu'il n'y ait pas de rupture et je suis pour des rapports décomplexés. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est concernant effectivement Ahmed Ben Bella, qui a joué à l'Olympique de Marseille, un club de mon cœur. Merci d'avoir parlé de l'Olympique de Marseille dans une présentation de mon livre sur les musulmans. Je vous remercie. Alors, sur Ben Bella, rappelez-moi juste votre question, c'était sur... Pour rappel, bon, je citais Ben Bella parce que c'était un des exemples de la lutte indépendantiste. Oui, Ma question, c'était surtout pourquoi aujourd'hui, enfin, parce que vous avez cité le département de la Seine-Saint-Denis, d'où je viens d'ailleurs, il y a un complexe en fait à assumer sa citoyenneté française. Et je sais que son discours va faire un peu cliché, mais je parle de mon vécu. D'ailleurs, je suis encore jeune. Il y a vraiment du mal en fait à assumer sa citoyenneté et on a l'impression qu'en fait, qu'en disant en étant, peut-être en étant quelqu'un comme vous, on a du mal à assumer. enfin, pas comme moi, parce que moi, personnellement, j'assume ma citoyenneté, j'assume le fait d'être français, Oui. mais de par mon expérience après discussion, parce que j'ai discuté, et mon expérience elle est encore faible, hein, je dis pas que Mhm. je sais tout sur tout, je dis il y a il y a une certaine gêne, en réalité, à assumer sa citoyenneté, et on accuse justement, on fait une confusion, on se dit que, pour être bref, regarde ce que la France a fait en Algérie, au Maroc, en Oui, Tunisie, oui. c'est coloniaux, tu peux pas être français et en même temps, enfin voilà quoi. Je pense qu'il y a une gêne à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais. Alors, merci beaucoup d'avoir reprécisé en fait la question. Il me semble il me semble que le fait de revenir sur 13 siècles d'histoire, l'histoire longue, ça a une autre vertu, c'est que ça détend. Et ça permet effectivement de passer au-dessus de tous les discours idéologiques à la mode. Que soit celui d'un Éric Zemmour, qui considère qu'hier, aujourd'hui et demain, vous ne faites pas partie de ce récit national français. Et aujourd'hui, beaucoup en France le pensent, hein, et de plus en plus. Vous avez également un discours néo-salafiste également à l'intérieur des communautés musulmanes en France qui considère que il y a la hijra à faire, donc il y a un exil à effectuer. Donc dans cette société, il y a aucun rapport sentimental, affectif à avoir. On a un rapport extrêmement matériel du coup avec la société française parce qu'un jour, tôt ou tard, on partira. D'ailleurs, les deux, Zemmour et les néo-salafistes, s'entendent très bien. Ils ont énormément de points communs. Et vous avez aussi, depuis les années 2000, début des années 2000, d'un côté dans la société française où on a mis en avant, et uniquement en avant, les aspects positifs de la colonisation française. Ça a fait l'objet quand même d'une loi en 2005. Et d'ailleurs, la même année, vous avez aussi l'émergence de mouvements comme les indigènes de la République. C'est assez intéressant de voir quand on se place aussi dans la longue histoire, euh, le rapport de la France et ses musulmans ne se limite pas qu'à la période coloniale. Et donc, quand on fait cette histoire longue et qu'on suit cette trajectoire-là, en fait, on a en tout cas les outils en termes de savoir pour passer au-dessus de ces offres de la société, un certain nombre de fractures. Voilà. Et voilà, ce sont des histoires, effectivement, cette histoire-là présentée telle qu'elle, forcément met mal à l'aise les partisans de ce genre de discours. Et votre troisième question, Excusez-moi.
C'était concernant Qasim Amin, ce que vous avez cité tout à Oui, l'heure, Shakib Arslan. oui, Et sur l'orientalisme. c'est ça, c'est cela, Sur c'est sur l'orientalisme. l'orientalisme. En fait, Voilà. est-ce que l'orientalisme peut être considéré, malgré la présentation qui en est critique et que j'approuve justement cette présentation critique, est-ce que on peut considérer l'orientalisme comme un précurseur justement de la pensée réformiste et comme une rampe de lancement justement à tous ces penseurs qui ont émergé, Mohamed Abdou, Al-Afghani, Oui. Reda, Ibn Badis. Est-ce que je vais être un peu polémique, excusez-moi, mais est-ce que c'est pas grâce à l'orientalisme justement que le réformisme est apparu et par la suite tous ces questionnements qu'ils ont ébloui le monde arabo-musulman sans faire de promotion ni d'un côté ni de l'autre? Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos questions extrêmement énergiques, parce qu'effectivement, c'est une vraie question. Est-ce que, concernant l'orientalisme, ce qu'il faut savoir, c'est que l'orientalisme est un regard sur le monde musulman, sur l'Orient, mais que ce n'est pas le seul. Et que c'est aussi un regard qui a été forgé en contexte de domination. Ça, ce sont des éléments préliminaires qu'il faut rappeler. L'orientalisme nous amène vers les rapports très ambivalents. La recherche scientifique concernant l'Orient, le monde musulman, en France et en Europe, ont énormément été financées et subventionnées pendant l'Empire colonial. Et c'est là où vous voyez à la fois une envie de dominer, mais une envie de connaître l'autre. C'est quand même l'Empire colonial qui finance le ministre de la guerre français, qui va financer la traduction du baron de Slane du livre des Arabes et des Berbères au Maghreb d'Ibn Khaldoun. On ne le fait pas par islamophilie. On le fait parce qu'à un moment donné, on ne sait pas faire la différence entre un Arabe et un Berbère au Maghreb. Et qu'il faut dominer. Mais en même temps, c'est un acquis sur le plan scientifique. C'est là où, en fait, il faut être extrêmement nuancé et comprendre que dans des périodes extrêmement violentes, abominables, il y a eu des horreurs dans le colonialisme. Il faut pas en tout cas, dans mon propos, je ne mésestime pas les horreurs qu'il y a eu. Et il y a encore beaucoup de déni par rapport à cette histoire-là. Mais en même temps, pendant cette histoire-là, c'est là où on s'est mieux connu. C'est là où on a connu un peu plus l'islam. C'est là où on a eu des peintres qui se sont cachés, qui se sont déguisés en tant que musulmans, qui sont rentrés dans les mosquées, qui ont fait des Étienne Diné, des Delacroix, etc., etc. Donc il s'est passé aussi des choses positives. Aujourd'hui, quand on se place du point de vue d'une idéologie, on va regarder soit le bon côté, soit le mauvais. Alors qu'en vérité, quand on a aussi un regard historique, quand on, en tout cas celui que j'essaye d'avoir, on essaye aussi de nuancer et d'apprécier, d'être critique quand il le faut. Et être critique quand il le faut, c'est aussi, euh, en tant que Français, d'assumer les pages sombres de l'histoire de France. Et que si majoritairement dans ma société, on n'assume pas les pages sombres de l'histoire, alors moi, en tant que citoyen, j'avance un certain nombre de connaissances pour dire qu'il va falloir, à un moment donné, ne plus laisser ces sujets-là sous le tapis. Parce qu'aujourd'hui, ils font des dégâts. Moi, je l'ai vu chez la jeunesse. Alors, les jeunes vont pas l'exprimer comme je suis en train de le faire ce soir. Mais ce malaise-là, il est là. Si vous n'abordez pas ces questions-là dès le plus jeune âge, si vous ne refaites pas ressentir sur le plan affectif que vous faites partie d'une communauté, d'un destin national commun, forcément, il va se passer, on va pas se le sentir, on va se mettre à l'écart. Alors certains vont être contents que vous restiez à l'écart, mais qu'à un moment donné, ces gens-là, vous les mettez en danger également, face à d'autres idéologies qui peuvent à un moment donné leur proposer autre chose, et même des idéologies mortifères. Et c'est ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années. D'où l'importance de faire de l'histoire. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire, en tout cas pour répondre à vos questions. En tout cas, j'ai essayé de montrer à travers les réponses que j'ai données à vos questions l'importance de revenir sur cette histoire, sur la longue histoire. D'autres questions? Oui, bonsoir, merci pour votre présentation et pour la réponse aux questions. Vous avez évoqué que l'islam était un angle mort en France. Est-ce que vous pourriez préciser votre propos parce que ça me semble en fait pas très très cohérent par rapport enfin, au climat politique ambiant qui a tendance à plutôt faire en sorte que l'islam soit le centre, mais vu par, enfin, comment dire, par une certaine idéologie particulière. Donc voilà, est-ce que vous pourriez préciser?
cette Alors, question d'engagement. si l'islam a une certaine centralité, c'est dans un seul espace, malheureusement, c'est l'espace de la polémique, fait par des gens qui veulent ressusciter un passé dépassé qui n'a peut-être même pas forcément existé, d'une certaine idée de la France. Et il y a tout un mouvement en France, on réhabilite Pétain, mais sans jamais parler de la protection du sultan Mohamed V envers ses sujets juifs qui avait été demandé par le régime de Pétain, sans rappeler également que à la Grande Mosquée de Paris, on faisait des certificats de conversion aux Juifs en les faisant passer pour des musulmans. Je crois que ce sont aussi des choses qu'on pourrait aussi rappeler depuis le 7 octobre, qui me semblent très très importantes, sur également ce rapport également que les musulmans ont extrêmement positif. Au moment où il y a une épreuve ultime, des musulmans des juifs ont été protégés par des musulmans. Ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Aujourd'hui, quand on parle des musulmans, on parle très souvent, il y a une polémique. Telle déclaration d'imam, telle déclaration d'un tel. Enfin, voilà, il y a eu des choses récemment avec une, une couverture médiatique qui ne laisse absolument pas la place au débat, à la nuance, et il faut forcément choisir son camp. Donc, finalement, quand vous êtes ni d'accord avec les déclarations d'un tel, ni avec les réactions de l'autre, bah, finalement, vous faites partie de la majorité des Français qui préfèrent se taire. Parce qu'il n'y a pas d'espace, en fait, sur ces sujets-là, qui sont idéologiques, en tout cas présentés de manière idéologique, donc clivante, et qui ne laissent pas la place à un débat citoyen serein. Quand je dis effectivement que l'islam et les musulmans sont un angle mort, j'ai pris l'exemple du voile, du rapport que en France on a avec la femme musulmane. Il y a des préjugés qui subsistent encore. Là encore aujourd'hui, de la même manière que pendant les croisades, on parlait de la femme musulmane sans la connaître. À l'époque, ça pouvait justifier. On, ne- on- il y avait il y avait un monde entre ces personnes-là. Peut-être ces gens-là n'avaient même pas rencontré de femmes musulmanes, mais on considérait déjà qu'elles étaient soumises et qu'il fallait les libérer. Aujourd'hui, 1000 ans après, un millénaire en France, pays des Lumières, de Descartes, on est encore dans ces mêmes préjugés. C'est-à-dire sur tous les autres sujets en France, il y a une exigence sur le plan intellectuel et je suis toujours effarouché, je suis toujours surpris de voir que sur la question de l'islam, peu importe si vous avez le diplôme, peu importe si vous avez préparé votre intervention médiatique, chacun y va de son commentaire. Et vous pouvez tout dire sur l'islam, ça passe. Et donc, voilà, sur ce sujet, on le voit, mais on peut le voir également sur l'homme musulman. L'homme musulman barbare, violent par nature, dans dans certaines enluminures et que l'on revoit aujourd'hui. Regardez aujourd'hui l'image de l'homme musulman, l'homme arabo-musulman, n'en parlons même pas. Si vous prenez également d'autres préjugés qui ont été forgés pendant les croisades, comme le prophète de l'islam comme un faux prophète, ça existait déjà. Alors là, c'est plus. À l'époque, c'était avec des arguments chrétiens, mais là, on est dans des arguments qui sont dénués de choses religieuses, mais on reste quand même sur des préjugés qui se ressemblent. Et j'en passe, et j'en passe. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, quand on en parle, dans un espace-temps de polémique, dans une idéologie qui veut reproduire ce qui s'est fait avant, c'est-à-dire mieux exclure l'autre musulman pour recréer une espèce de solidarité entre Français de souche blancs. Aujourd'hui, quand vous écoutez le discours de Zemmour ou d'un Renaud Camus, on est exactement là, ça. Singulariser l'autre civilisation rivale, celui à qui on n'a pas envie de ressembler, pour essayer de ressusciter, comment il s'appelle, une identité française, européenne, mise à mal par la mondialisation. Et malheureusement, donc, du coup, on voit qu'effectivement, ces préjugés-là, c'est pas que par ignorance qu'ils sont encore réutilisés, réinvestis, c'est aussi par stratégie, par calcul politique. Et c'est là où il doit y avoir une prise de conscience intellectuelle, citoyenne, collective, en se disant qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait un empire colonial
et la France se plaisait à se présenter comme empire colonial musulman, puissance musulmane, et de rappeler également que nos arrière-grands-parents, tous, dans notre diversité, faisaient partie du même empire. Et ça, je pense, c'est quelque chose d'important à rappeler. D'où l'idée de l'angle mort. Si nous abordons cette question-là, on va aborder des questions douloureuses, à savoir comment, en France et en Europe, on a construit notre identité. Quand on construit dans notre identité, il y a des valeurs positives qui rassemblent à juste titre, mais il y a aussi des éléments négatifs. Et ces éléments négatifs-là, on a encore, malheureusement, dans notre société, peur de les aborder. Mais espérons. Mais du coup, est-ce que le terme approprié est angle mort si c'est une stratégie politique finalement? En fait, c'est plutôt angle mort, c'est plus quelque chose d'inconscient qu'on ne fait pas exprès. Mais là, ça a l'air d'être enfin, quelque chose d'organisé. Il y a les deux, il y a les deux en fait. Il y a les deux. Aujourd'hui, vous avez chez la majorité de nos concitoyens en France, on est clairement dans l'angle mort, l'ignorance. On ne connaît pas cette histoire-là. Et donc, forcément, on ne peut pas avoir le même regard avec des gens qui ne connaissent pas cette histoire-là. D'où l'importance de la faire connaître, cette histoire-là. Après, vous avez raison, et je vais préciser mon propos concernant effectivement les politiques. Je pense que même si on peut être conscient de l'utilisation d'un préjugé euh, sans forcément que on peut être ignorant d'une histoire. Là, je parle surtout des politiques qui utilisent en fait cela, réutiliser en fait des stratégies qui ont toujours fait leurs preuves et là, effectivement, voilà, on est dans des sociétés aussi européennes qui sont traversées par une grille de lecture géopolitique qui est le choc des civilisations. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et que en France, en tout cas dans le contexte français, on a réinvesti la laïcité, en tout cas une certaine lecture de la laïcité, pour également passer d'un racisme anti-maghrébin, anti-noir, à un racisme anti-musulman, à une islamophobie. Et donc, vous avez aujourd'hui des choses qui servent des intérêts. Alors qu'après, on ait une connaissance précise, fine, comme on a exposé ce soir, sans doute pas. Par contre, l'effet que ça peut avoir de singulariser l'autre musulman, dont on a pris l'habitude en France et en Europe de singulariser depuis un millénaire, de se reconnecter avec des réflexes, on n'a pas besoin de connaître. On a juste besoin d'avoir un peu d'intuition politique. C'est ça et je vous remercie d'avoir posé la question, de ce qui me permet de préciser en fait, ils sont pas plus connaissants, sachants que les autres. C'est juste qu'ils maîtrisent bien et qu'ils savent en tout cas manipuler aussi les foules, malheureusement. Alors, moi, je voudrais juste raconter une anecdote. Il y a quelques années, un ami, Premier ministre algérien, d'ailleurs, qui n'est pas resté longtemps, qui avait une excellente formation parce qu'il était franco-musulman. Et donc, il était à la fois très féru d'arabe et de français. Et un jour, il nous racontait, il disait, enfant, dans les manuels scolaires, il était terrifié quand il lisait euh, Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Donc pour lui, Poitiers, c'est quelque chose qui l'a marqué, peut-être même qui a nourri, j'allais dire, son patriotisme, pour ne pas parler de nationalisme. Ça, c'est une petite anecdote. Par contre, la question que je voudrais poser, c'est comment, en 2024, euh, la France, pays des droits de l'homme, pays d'ouverture, pays des Lumières, euh, pas uniquement que les médias, on stigmatise et on invite qu'une certaine catégorie de musulmans et de musulmanes. Je suis choquée. Par exemple, euh, Mera, ils en ont fait une histoire pas possible. C'est vrai que ça intervenait à quelques semaines, voire quelques mois d'une élection. Donc, ils en ont fait quelque chose de politique. Mais plus proche de nous, l'histoire de l'imam d'origine tunisienne ou alors Chalroumi qu'on invite dans les plateaux télé et on donne rarement une audience à des gens qui viennent. Donc, représenter le musulman ou la musulmane d'une certaine façon, moi aujourd'hui, ça ne me plaît pas du tout et je me dis, que faut-il faire pour casser ces clichés, pour
porter une contradiction, mais constructive à se vivre ensemble. Parce que l'islam fait partie du paysage, les musulmans sont là, ils ne sont pas prêts de partir, en tout cas pour la majorité. Comment faire que pour qu'il y ait qu'on leur donne une audience, mais une audience à la mesure de ce qu'ils sont aujourd'hui, de ce qu'ils représentent à la fois en nombre et en qualité. Quand je vois aujourd'hui, vous en êtes l'exemple vivant. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre question. Euh, Sur la question du comment, j'aime les questions quand elles commencent par comment, parce que l'idée, c'est d'essayer de réfléchir ensemble sur, en tout cas, des pistes vers des solutions. Euh, Moi, je me mets à la place, il faut toujours se mettre à la place aussi des premières personnes concernées. Un livre comme celui-ci, c'est vrai que euh, moi, enfin, je le dis souvent d'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence, c'est que ce livre, j'ai écrit ce livre, en fait, que j'aurais voulu lire quand j'étais plus jeune. C'est important de le rappeler. Quand on l'écrit aussi, on écrit avec la raison, il y a des éléments scientifiques, il y a des éléments factuels, historiques, mais il y a aussi ce qui vous anime. Et ce qui m'a animé, c'est aussi vraiment, je me suis mis dans la peau du petit Jamel, voilà, quand il était à l'école, l'école primaire. Quelle histoire il aurait voulu également recevoir? Et en faisant ça, je me suis mis aussi à la place des jeunes à qui j'enseigne. Et, euh, et c'est vrai que je me souviens, moi, j'étais quelqu'un de plutôt engagé sur les questions de citoyenneté, sur le plan associatif. Je suis vraiment tenté de me dire, mais qu'est-ce que j'aurais gagné? euh, J'aurais gagné énormément d'années si j'avais découvert que Philippe Grenier était le premier député musulman en France pendant la Troisième République, qu'il faisait ses ablutions dans la Seine et qu'il, paraît-il, il priait à l'Assemblée nationale. Pas pour ce qu'il a fait, mais pour se dire, tiens, ce plafond de verre là que je vois, que j'ai expérimenté, mais de me dire que un siècle plus tôt, il y avait un docteur qui était Philippe Grenier, qui était un député musulman, totalement assumé, décomplexé, je pense que ça m'aurait aidé. Et que ça aurait aidé beaucoup de gens qui me ressemblent à s'engager davantage politiquement. Ça, je cite cet exemple-là. Je pourrais citer un autre exemple. Mon rapport à la littérature aurait été bouleversé par le fabuleux poème de Victor Hugo sur le prophète de l'islam. J'ai né- à l'heure où je vous parle, et j'en ai lu des poèmes, c'est le plus beau poème sur le prophète de l'islam écrit en français. Et il ne fait pas partie du programme. Imaginez-vous le bienfait que ça puisse faire maintenant aux jeunes d'aujourd'hui quand ils découvrent, rien qu'avec ces deux connaissances-là, et je pourrais en citer d'autres, mais le rapport que vous pouvez avoir avec la littérature, avec la politique, avec la citoyenneté, en ayant connaissance juste en transmettant des connaissances de ce type-là. Et donc le comment, c'est ça, c'est de prendre conscience, c'est à la fois de transmettre ce genre de connaissances-là, et c'est aussi peut-être pour répondre la deuxième partie, à votre observation, il faut aussi comprendre, et ça c'est une constante, le rapport de la France à l'islam et aux musulmans dépend du climat, du contexte géopolitique, des relations que la France entretient avec le monde musulman. Les préjugés sur l'islam et les musulmans ne sont pas, sont nés au moment des croisades, ne sont pas nés avant, mais au moment des croisades. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ennemi à singulariser. Mais il y a eu des périodes d'islamophilie. Voilà, pendant les philosophes des Lumières plutôt eu tendance, même un Voltaire à la fin de sa vie, ont eu plutôt tendance à mettre en avant l'islam et les musulmans. Alors quand on se replonge dans le contexte, on voit que on parlait de l'islam en bien. Alors on prend ce qui est acquis, mais on sait aussi que c'était dans un contexte où les philosophes des Lumières étaient aussi combattaient une certaine idée de la religion, notamment cette version chrétienne, catholique avec un clergé. Et donc, on a des philosophes des Lumières qui disaient, regardez, l'islam est une belle religion, vous vous rendez compte, ils n'ont pas de clergé. Donc aussi, l'islam a joué aussi ce rôle-là, donc on le mettait en avant pour mieux critiquer un autre camp idéologique. Ça aussi, faut le rappeler. Donc une fois qu'on a
qu'on a conscience que le rapport à l'islam et les musulmans en France dépend de la relation géopolitique, diplomatique que la France a avec le monde musulman, alors là, après, on comprend les choses. On comprend à la fois l'islamophobie et on comprend à la fois l'islamophilie. Tout est circonstancié. Tout est circonstancié. Il n'y a pas une époque où il y a un décalage, en fait. La Grande Mosquée de Paris, c'est une ambassade pour la France. Pourquoi? Pas parce que les soldats musulmans se sont battus pour la France, mais qu'à l'époque, on est encore dans un empire colonial français et que la France est contente de se présenter comme une puissance musulmane qui a une grande mosquée de Paris, qui organise le pèlerinage à la Mecque, etc., etc. Donc là, vous avez une islamophilie, mais qui est toujours contextualisable, toujours circonstanciée à des rapports géopolitiques, diplomatiques. Là, la question du halal pose problème aujourd'hui. Mais à l'époque de mon père, quand il est ouvrier en France, quand il vient en France et qu'il est ouvrier, vous voulez prendre une pause pendant le ramadan, il n'y a pas de souci, ça ne posait aucun problème. Vous voulez une salle de prière, on vous la met à disposition. Pourquoi? Parce que le patronat avait besoin de nos parents. Quand ils viennent, on se dit, ah, ils sont quand même très attachés à la religion, donc ils vont être moins syndicalisables. Sous-entendu, ils répondront moins aux sirènes de la CGT qui nous embêtent avec leur grève. Donc à ce moment-là, la question de l'islam ne pose pas de problème. La question de l'islam ne pose pas de problème quand les soldats musulmans s'engagent et combattent pour la France. Là, vous voulez du halal, vous voulez des aumôniers, vous voulez des salles de prière, vous voulez, comment il s'appelle, faire le sermon du vendredi. Allons-y, parce que la France a besoin. Donc, euh, le rapport aussi qu'on peut avoir avec l'islam et les musulmans, il faut aussi que nous soyons capables de le réhumaniser, de le recirconstancier. Vraiment le recontextualiser, parce que là, on comprendra mieux aussi les agissements. Là, aujourd'hui, on voit que l'islam n'a pas bonne presse, parce qu'on a une certaine catégorie, on a une certaine France qui se droitise, qui est nostalgique d'une certaine France, et cette France-là a aussi un rapport avec l'islam et les musulmans. Donc c'est pour ça qu'on entend des choses qu'on n'entendait pas il y a 20 ans, des choses sur les musulmans dont on ne pourrait absolument pas dire un dixième sur une autre communauté en France. Voilà. Pour l'islam, c'est permis parce que c'est l'époque qui le veut. Non, parce qu'il nous reste encore 2 minutes. Désolée, on a le prendre- compteur parce que Oui, normalement d'accord. on s'arrête à 20 heures. Mais vous pourrez discuter, ou vous pourrez discuter, je vous assure, autour du livre et la dédicace. Vous aurez le temps d'échanger directement avec les intervenants. Je suis obligée de prendre une ou deux questions de Zoom. Les gens nous regardent, ils sont en direct. Donc, une personne qui nous pose la question, l'islam avait-il disparu après la défaite française, notamment en Occitanie? En fait, il reformule sa question en disant est-ce que, malgré la défaite musulmane, de la conquête de la France, pouvons-nous dire que l'islam a toujours continué à exister, même de manière discrète, en France? Ça, c'est une des questions. L'autre, c'est quelle est la place est-ce que vous consacrez dans votre livre une place pour la marche des fiertés, les revendications, et quel est leur impact sur les jeunes générations, d'après vous, la marche des travailleurs, etc., en France? Alors, Voilà. question rapide, réponse rapide. Alors, les musulmans, quand ils perdent justement contre les Francs ce premier émirat musulman à Narbonne, euh, beaucoup vont rester. Il va y avoir un autre émirat également du côté de la Provence, du côté du Fraxinet, du côté de Toulon, Ramatuelle. D'ailleurs, soit dit en passant, Ramatuelle viendrait, selon l'historien Lévi-Provincial, de Rahmatullah, miséricorde divine. Et en fait, on a une présence musulmane dans le sud de la France, en tant que communauté, en tant qu'individu, du côté de Montpellier, du côté de Nîmes. Vous savez que du côté de Montpellier et de Nîmes, on a trouvé des stèles de savants musulmans. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, et surtout dans le Moyen Âge, notre Moyen Âge en France, quand les hommes de religion étaient dans un endroit, généralement, on peut formuler l'hypothèse de manière assez sûre qu'il y avait une communauté, puisqu'il y avait aussi des étudiants qui apprenaient la religion du côté de l'Hérault, Montpellier, Nîmes. Et donc les historiens considèrent, et j'en fais partie, qu'il y avait une communauté qui était organisée du côté de Nîmes, du côté de Montpellier. Montpellier, première université française de médecine.
C'est pas un hasard si elle a été construite à Montpellier et pas à Paris, parce qu'à Montpellier, il y a un rapport méditerranéen, il y a des échanges civilisationnels, il y a de la traduction qui se fait du latin vers la langue arabe, aussi très souvent aussi avec des traducteurs juifs. Je pense aux familles Ibn Tibbon qui traduisent également du latin vers la langue arabe. Il y a aussi des esclaves slaves également. Donc on a une présence qui est là pendant toute la période médiévale. Et la deuxième question, si la personne fait allusion à la marche pour l'égalité contre le racisme, nous fêtons le 40e anniversaire. J'en parle également. Vous avez beaucoup de jeunes Français de confession, de culture musulmane, qui, alors que l'un des jeunes, je pense à Toumi Djeidja, on lui tire à bout portant, la police, hein, lui tire à bout portant, dans son lit d'hôpital, dans son lit d'hôpital. Au nom d'une certaine spiritualité, au nom d'une idée du pacifisme, au nom d'une volonté de promouvoir une action non violente à la Gandhi, à la Martin Luther King, décide de faire une marche pacifique qui part du 15 octobre 1983 à Marseille à une dizaine et qui se termine à plus de 100 000 personnes à Paris le 3 décembre 1983. Cette marche, on lui doit beaucoup, notamment la carte de séjour de 10 ans pour tous les étrangers. Et on remarquera qu'à partir du moment où les étrangers en France, notamment ceux qui sont de confession musulmane, ont eu cette carte de séjour de 10 ans, ils ont commencé à construire leur première mosquée. Quand vous êtes à l'aise quelque part et qu'on vous donne les moyens sur le plan administratif de vous sentir chez vous, vous construisez quelque chose. Et les mosquées aujourd'hui, il faut avoir un nouveau regard sur les mosquées comme une première institution qui marque un attachement à la France. Voilà. Merci beaucoup. Le débat est très riche et je sais qu'il y aura plein de questions, mais malheureusement, le temps s'est écoulé. Voilà, le livre est là. Vous pouvez continuer à discuter avec l'auteur, avoir un dédicace. Et à la prochaine. Donc, notre prochain événement, c'est l'autre Maghreb qui aura lieu le 7 mars. Le 7 mars. À la prochaine. Merci beaucoup.